Bon, là, on va parler calmement, avec notre raison et notre tête, du dossier Joël Legendre. Avec quelqu'un qui a l'habitude des médias, c'est un spécialiste de la question, du traitement de la nouvelle, de l'éthique. Comment on aborde ça? Comment on explique ça, cet effet boule de neige concernant Joël Legendre? C'est Marc-François Bernier. Il est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. C'est un spécialiste de la question des médias. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour. 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 Alors là, on a tous bien respiré. Alors, expliquez-nous. Moi, j'ai été vraiment sidéré. Bon, je comprends, là, et vous me corrigerez, là, même si je suis dans le champ, il n'y a pas de problème. La nouvelle sort. OK, on en parle. Là, c'est rendu que tout le monde en parle. Ça fait une semaine, puis ça va être quoi la prochaine étape, là? À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Bien, dans ces genres d'histoires-là, il y a toujours un élément d'intérêt public. Hein, à partir du moment où lui, M. Legendre, ou n'importe qui d'autre, plaide coupable à une accusation d'une règle de transgression à une loi ou un règlement, Oui. c'est le cas ici, ben, c'est sûr qu'il y a un intérêt public là, sur le plan journalistique parce qu'il y a le fonctionnement de la justice, tout ça. Ça, c'est une chose. Après ça, comment on traite la nouvelle? Est-ce qu'on ça mérite des pages? Est-ce que ça mérite des chroniques? Est-ce que ça mérite tout le déballage médiatique? Et c'est là que se posent les questions éthiques. Parler d'une chose, c'est un aspect, mais en parler comment? Et puis, dans ce cas-ci, la gravité des faits n'a aucune mesure avec l'envergure de la couverture médiatique. Je pense que le sens commun, là, le sens commun nous le dit en partant. Mais pourquoi il y a ce traitement-là? Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que les médias sont obligés de vendre, ils sont obligés de faire la manchette. Puis il y a peut-être la notion aussi que M. Legendre travaille maintenant pour des réseaux concurrents à TVA québécois aussi. Oui, mais quand on est dans une salle de nouvelles, là, évidemment, on a une job à faire de journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, vous allez nous éclairer. La nouvelle vient de tomber dans nos mains. Là. Est-ce qu'il y a un questionnement, aujourd'hui, là, en 2015, est-ce qu'il y a un questionnement éthique? Est-ce qu'on se réfère à nos patrons ou on est laissé à nous-mêmes et on dit, bon, comment est-ce qu'on va traiter ça? Comment on va aborder ça? Ou on garoche ça comme ça, là, de façon sensationnaliste? Ben, je vous dirais que moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. Là, Oui. puis les choses ont changé beaucoup depuis 10-15 ans. Les journalistes ont moins d'autonomie. Il y a plus de pression des médias pour faire des manchettes. Les médias vivent des problèmes économiques importants. Donc, bien sûr, il y a toujours la tentation du sensationnalisme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de juste informer de la nouvelle, on va aussi stigmatiser la personne. Hein? Puis c'est ça qu'on voit là. Il y a plus de stigmatisation en ce moment que d'informations concernant M. Legendre. Et ça pourrait être n'importe qui d'autre dans notre société. Ça pourrait être vous et moi. Oui. Les médias cherchent ce que j'appelle le pervers du jour, hein? Le salaud du jour, parce que ça prend une manchette pour ça aussi. Pas tous les médias, mais certains médias ont plus besoin de ça que d'autres choses. Et ça nous dit aussi comment ils peuvent instrumentaliser votre dignité, la mienne, à des fins commerciales aussi. C'est ça qui est troublant sur le plan éthique, c'est de voir qu'au fond, la dignité humaine, ça vaut pas grand-chose quand ça fait l'affaire de certains médias et dans la mesure où ça va pas nuire aussi à certaines personnes qui sont proches d'eux autres, leurs dirigeants notamment. Donc, au fond, c'est un buffet à volonté, mais encore là, question de profession de journaliste. J'essaie, par exemple, d'appeler au service de police de Longueuil, où j'appelle la cour municipale, puis je veux de l'information. Et là, tout d'un coup, il y a un poisson qui mord au bout de la ligne, c'est le policier qui a fait l'enquête et il décide de se livrer à moi. Il n'y a pas un réflexe éthique, il n'y a pas, il me semble que je me sentirais mal à l'aise de dire « Hey, écoute, je suis en train de rendre public de l'information qui ne l'est pas, au fond. » Parce que l'enquête, là, est-ce que c'est de nature publique? Quand le gars a plaidé coupable, le dossier est fermé, c'est fini, on n'en parle plus, et que les faits n'ont même pas été divulgués à la cour, là, il n'y a pas eu d'audience? Effectivement, pas eu d'audience, pas de procès. Non. La première responsable dans ça, c'est le policier. Hein? Oui. Lui aussi a un devoir de silence. Là. Lui aussi a contrevenu à son devoir. Et à la limite, là, je me demande, il faut se poser la question, en quelle mesure je dis nous, mais les journalistes sont justifiés d'inciter un agent fonctionnaire Oui. à transgresser sa déontologie ou son obligation légale pour des informations de cette nature-là. Hein, c'est pas un scandale, c'est pas le Watergate. Exact. Donc, il y a une question éthique dans ça qui se pose dans les deux sens. Pourquoi on fait ça? Et je reviens encore à la dimension économique.
de ce comportement-là. Puis il faut comprendre aussi que les journalistes, ils n'ont pas toute l'autonomie d'un professionnel. Des journalistes, c'est des employés. C'est pas des professionnels au sens d'un avocat, d'un médecin, d'un comptable, d'un architecte qui a une autonomie professionnelle pour dire voici ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Les journalistes, ils sont des employés, syndiqués ou pas, mais qui sont obligés de faire ce que le patron leur demande. Hein? Ils ont une obligation envers le patron. Ah oui. Et ça pose un problème. Moi, dans les études que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, j'ai passé des questionnaires à des centaines de journalistes au Québec et je constate qu'il y a beaucoup moins d'autonomie professionnelle que les journalistes aimeraient en avoir. Donc, beaucoup plus de pression, d'encadrement par le média lui-même et dépendant aussi du marché que le média vise, mais ça influence le genre d'information qu'on va traiter aussi. Là, vous m'ouvrez une porte, là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais vous faites allusion à des professions régies, réglementées, professions libérales et tout ça, avec des ordres professionnels dont le but est de protéger le public. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait être pensable d'avoir un ordre professionnel des journalistes pour que le public soit protégé là, contre des affaires de même? Je pense qu'on peut protéger le public sans avoir d'ordre professionnel. Vous savez, en Occident, dans un contexte de démocratie libérale comme on a, oui. Ça n'existe pas, sauf en Italie, puis c'est peut-être pas le meilleur exemple d'avoir un ordre professionnel. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. On peut mieux encadrer le travail journalistique sur le plan déontologique. En ce moment, il y a juste le conseil de presse qui malheureusement n'a pas de sanctions, pas de pouvoir de sanctions. Il n'y a pas de dents. Ou les tribunaux qui coûtent tellement cher que des gens peu fortunés n'ont pas le droit à la justice devant les médias. Il faut être très riche pour poursuivre les médias. Donc, il faudrait trouver... moi, ce que je suggère depuis quelques années, c'est comme l'équivalent d'un genre de tribunal déontologique, type petite créance, où les choses se règlent sans grande formalité, sans trop de lourdeur procédurale, mais où il y aurait un pouvoir de sanction de quelques milliers de dollars pour dédommager des gens qui ont été qui ont été injustement traités par les médias. Injustement, c'est ça qui est important parce que parfois les médias sont sévères avec des gens, mais les gens méritent ce traitement médiatique-là aussi, hein, faut pas oublier. Oui. Au fond, là, il faut le rappeler aussi, les auditeurs sont peut-être pas au courant, mais Québecor, tous les organes de Québecor ne sont pas membres du Conseil de presse, qui est un tribunal d'honneur volontaire, au fond. On se soumet volontairement. Là. Tout à fait. Québecor avait assuré devant la commission parlementaire en 2001, quand ils ont acheté TVA, Vidéotron, tout ça, qu'ils feraient partie du Conseil de presse, qu'ils resteraient membres de la presse canadienne. Donc, des engagements qu'ils ont respectés pendant un bout de temps et qu'ils ne respectent plus maintenant. Ils se sont aussi des affiliés du Conseil de presse de l'Ontario. Ah, oui. Ils estiment un peu, eux, que les conseils de presse, c'est des curés, c'est de la rectitude politique. Puis, quand les gens ont un reproche à leur faire, ce qu'on me dit, c'est qu'ils disent poursuivez-nous. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas quelques 10, 20, 30, 50 000 de côté pour payer des frais d'avocat, vous n'avez pas de droit reconnu devant certains médias. C'est dommage, hein, mais ça veut dire ça. Puis après ça, ils critiquent le fait qu'ils sont poursuivis juste par des gens riches et puissants, mais en même temps, les citoyens ordinaires qui est maltraité ou injustement diffamé ou traité, il ne peut pas poursuivre les médias. Il peut juste espérer avoir un jugement d'honneur du Conseil de presse. Du Conseil de presse, qui n'est pas toujours repris d'ailleurs dans les médias. Exact. Moi, je me souviens d'un cas, ça va sûrement allumer une lumière chez vous. C'était quelqu'un de Radio-Canada, je pense, qui avait été traité injustement, puis ça s'était rendu là, jusqu'à la Cour suprême. Mais se rendre à la Cour suprême, comme vous le dites, ça prend de l'argent. Puis tu as le temps de mourir. Vous évoquez peut-être là, la cause Néron contre Radio-Canada. Je pense que c'est ça. Oui, j'étais l'expert de Gilles Néron dans ça. Là. Oui. J'ai quand même le déclaré. Là, puis, effectivement, et puis lui, il n'avait pas les moyens vraiment. Hein, il a été chanceux parce qu'il y a le bureau d'avocats qui a fait ça pro bono en grande partie. Donc, autrement, il n'aurait jamais pu obtenir justice. C'est le cas le plus... c'est le cas le plus important dans la jurisprudence canadienne, mais il y en a plein de petits... de gens qui n'ont pas cette détermination-là. Lui, il était très, très déterminé.
Mais il y a eu quand même des choses bizarres dans son dossier. Le conseil de presse, à un moment donné, a fait de la pression pour qu'il retire sa plainte. À Radio-Canada aussi, vous voyez. Même le conseil de presse n'est pas tout à fait indépendant de ces médias qui le financent. Ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Ben, écoutez, ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.